Merci. Laissez-moi commencer par en fait justifier ma présence ici, qui a plus à voir avec la générosité de Nicolas que d'un fit en fait. Alors, et en second, de m'excuser pour la qualité de mon français oral qu'on pouvait déjà qualifier généreusement de médiocre avant que j'aille habiter aux États-Unis pendant 6 ans. Alors, c'est expectation management, comme on dit en anglais, c'est bien important. Je vous offre aujourd'hui, en fait, étant donné la nature de mon papier qui s'inscrit plutôt dans la tradition de l'histoire de la pensée, du développement de la pensée politique, je vous offre de tracer un peu la philosophie pratique à son début, en fait, selon moi, selon le papier que je vous présente aujourd'hui, dans l'œuvre, en fait, de Machiavel. Et ce sera en fait de ça que je vais vous parler pour les 20 prochaines minutes. Machiavel, d'une certaine manière, n'est-il pas plutôt fameusement connu pour un rejet, en fait, presque total de la philosophie dans la politique et dans la vie humaine, en fait, courante? La position dans la littérature, jusque maintenant, est généralement oui. En 1973, Claude Lefort écrit Le travail de l'œuvre de Machiavel, une œuvre qui, malheureusement, tombe plutôt dans l'oubli en Amérique du Nord, malgré, d'après moi, une contribution énormément importante. Heureusement pour nous, heureusement pour moi, en plein milieu de ma dissertation, en 2018, l'œuvre de Lefort resurface un peu grâce aux efforts de Erica Benner et Catherine Zucker, deux scholars, une d'elles à Notre-Dame et une indépendante, je crois qu'elle reste en Allemagne maintenant, qui en fait remet un peu à l'avant du discours dans les études de Machiavel l'importance de la philosophie dans son œuvre. Et ici, en fait, mon argument central, l'argument que je présente dans le papier, duquel je citerai malheureusement en anglais, puisque je ne l'ai pas traduit avant de me joindre à vous, que Machiavel, en fait, nous propose une version de la philosophie pratique qu'il communique au travers de la métaphore, de la connaissance géographique et de l'idée de la chasse, en fait, comme pratique intellectuelle et physique, dans les chapitres du Prince, mais surtout au travers de son retour, de son invitation à nous, le lecteur, de consulter l'œuvre de Xénophon en particulier, mais aussi Platon et de Ficino. Donc, je me lance. Au début du Prince, amusement, ceux d'entre vous, en fait, j'imagine qu'on l'a tous lu ici, Machiavel nous offre une idée de la politique comme étant descriptible avec la métaphore naturelle. Le prince est une montagne, le peuple est fameusement une vallée, la fortune est une rivière, etc. Et c'est une métaphore que Machiavel, en fait, va poursuivre, auquel Machiavel va s'attacher tout au long, presque, de son œuvre, voire de son corpus en entier. Le moment, en fait, charnière, le moment qui nous met la puce à l'oreille, quand il vient le temps de penser à la philosophie pratique vis-à-vis de ces métaphores-là, arrive presque au milieu du Prince. Un moment qui est extrêmement important, en fait, dans le commentaire, Léo Strauss écrit dans plusieurs articles dans les années 70 à quel point le chapitre 15 du Prince, pour lui, change en fait le cours de l'évolution de la philosophie politique, transforme un peu le monde ancien grec en monde nouveau de Machiavel. Et c'est dans le chapitre 14 que Machiavel nous propose la figure du prince qui chasse. Machiavel nous offre, en fait, nous peint le portrait d'Épaminondas et de Philopoëmène, deux princes grecs, qui, Machiavel nous dit, ont appris l'art de la gouvernance en chassant. Pourquoi la chasse, Machiavel nous dit? Parce que la géographie en Italie, partout, est la même. Une idée qu'on pourrait appeler fausse, en fait. Ceux d'entre vous qui sont allés en Italie, ceux d'entre vous qui ne sont pas allés, je vous le souhaite, ceux d'entre vous qui sont allés reconnaîtront, en fait, cette affirmation comme étant simplement complètement farfelue. Mais c'est une affirmation que Machiavel répétera plus tard dans les discours. Cette fois, c'est pas la géographie de l'Italie qui est pareille au travers, mais bien celle du monde. Une affirmation qui est impossible, en fait, à prendre au sérieux de la part d'un homme qui a passé la majeure partie de sa vie à voyager au travers de l'Europe comme essentiellement responsable des relations internationales de la République florentine. C'est simplement inconcevable que Machiavel, ici, croit sa propre fausseté. Ce qui nous mène, en fait, nous, étudiants curieux de la philosophie politique, à devoir un peu gratter sous la surface, essayer, en fait, de démystifier ce puzzle. Excusez-moi, et voilà. Sheldon Woodland nous écrit dans Politics and Vision, Machiavelli went on to compare the political writer
to a landscape artist who could best execute his canvas by situating himself in the valley so that he might faithfully render the towering mountains, and conversely, he could best sketch the valley by occupying the heights. And the metaphor, the valley symbolized the people, the mountains, the prince. The political theorist, as a painter, was superior to both, moving with equal facility to either position and capable of prescribing for one or the other. Alors, comment élucider, en fait, comment démystifier le puzzle du mensonge machiavélien, en fait, mensonge que nous devons plus ou moins assumer est intentionnel, et de l'habitude, en fait, machiavélienne d'associer l'image géographique au phénomène politique. Mon argument ici, en fait, est qu'afin d'élucider ce puzzle, on doit suivre Machiavel dans son invitation à nous tourner vers Xénophon en premier, et particulièrement la figure de Cyrus, figure sur laquelle Xénophon écrit un livre, écrit The Education of Cyrus, qui fait partie du triptyque, en fait, des œuvres de Xénophon qui sont les plus populaires avec les Mémoires de Socrate et l'Anabase. Anabase, qui est un livre que je m'étonne toujours qu'il n'ait toujours pas été adapté en film par les gens qui ont fait 300 and whatnot, étant donné juste la grandeur de la narrative. On peut se permettre de penser que Xénophon exagère un peu, mais quand même, il y a du potentiel. Alors, ceux d'entre vous, dans les multimédias, je vous offre l'idée. Voilà, pas besoin de crédit. J'ai juste envie d'écouter le film, dans le fond. Alors, Machiavel nous invite à nous tourner vers Cyrus et à nous tourner aussi vers Chiron, le fameux centaure, en fait, principe d'Achille, qui est mis à mi-bête. Et en se retournant vers ces figures, on découvre un peu, en fait, j'ai découvert à mon grand plaisir, autrement mon chapitre de dissertation aurait complètement coulé, en fait, on découvre qu'il existe derrière Xénophon une longue tradition d'associer la pratique de la chasse avec l'exercice philosophique intellectuel. Cette tradition commence chez Xénophon dans l'Hipparque, qui est en fait grec pour dire le livre sur les chevaux, un livre sur la pratique de la chasse, où Xénophon nous apprend en fait que la chasse est la pratique des jeunes philosophes. La chasse est non seulement bonne pour l'exercice, mais aide le jeune philosophe à développer le travail d'équipe, l'entraide, la loyauté, les vertus nécessaires en fait à la gouvernance. Ensuite, dans les Mémoires de Socrate, Xénophon nous décrit Socrate lui-même comme un chasseur d'amis. Xénophon, un philosophe plus ou moins populaire, pour nous avoir proposé le précepte socratique touchant selon lequel la vraie progression intellectuelle est quelque chose qui se passe en la compagnie de nos amis, des gens vis-à-vis desquels on peut avoir plus ou moins une assurance de bonne foi continue, nous présente Socrate comme un chasseur d'amis. Une idée reprise par Platon, ensuite dans les Lois, au 823b, où l'étranger athénien nous dit aussi que la chasse prépare à la bonne gouvernance pour des raisons similaires à celles de Xénophon. Alors voilà ce que je vous propose. Ici, Machiavel, en fait, nous amène dans un voyage un peu sélectif de la Grèce antique pour nous communiquer, selon moi ici, à demi-mot, l'importance de l'exercice philosophique pratique dans la bonne gouvernance. Je me permets de citer William Parsons, qui parle de la figure de Chiron, où est-ce qu'il dit le centaure mis à mi-bête, précepteur d'Achille. While Machiavelli cites the imitators of chapter 14 as models of imitation, he explicitly establishes that Chiron is a model for imitation. Importantly, Chiron was not merely an untamed and warlike beast. He was regarded as a wise and gentle centaur with knowledge of war, prophecy, and medical healing. Chiron embodies the education that Alexander could approach only by combining the glorious history of Homer with Aristotle's philosophical corrective. Est-ce dire donc que Machiavel est un socratique
inassumé? Non, je ne pense pas. En 2009, Erica Banner nous propose en fait que c'est le cas. Et en 2017, Catherine Zucker, en réponse à Banner, souligne en fait que les livres que Machiavel nous invite à revisiter dans le chapitre 14 du Prince sont presque tous des livres dans lesquels Socrate brille par son absence. C'est dire que pour Zucker, l'absence de Socrate, en fait, demande que l'on atteigne la conclusion que Machiavel renie la philosophie en bloc. Mais je veux proposer ici, en fait, que Machiavel nous propose simplement de renier l'approche transcendantale à la philosophie en faveur d'une approche pratique. Et donc, je conclus que l'absence de Socrate n'intime en fait que le rejet de l'aspect socratique de la philosophie en faveur d'une approche, je me répète, mais j'utilise aussi le vocabulaire de notre rencontre de 2 jours, de la philosophie pratique. Et pour bien cimenter, en fait, cette conclusion, qui me semble-t-il de Machiavel, Machiavel nous offre, en plus de Philopoemen et d'Epaminondas, un 3e exemple, celui d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, qui pour Machiavel est aussi un exemple de ce philosophe prince. Alexandre le Grand qui a été fameusement, en fait, éduqué par Aristote lui-même. C'est donc au travers d'Alexandre le Grand, on voit l'importance pour Machiavel d'une alliance entre le leadership réel et le tutelage, si vous me permettez l'anglicisme, d'Aristote. Dans les mots de Parsons, encore une fois, Alexander's example demonstrated that classical philosophy can help enable conquest. Et le jeune Cyrus lui-même, le Cyrus de l'œuvre de Xénophon que Machiavel nous invite à revisiter, dans l'histoire, en fait, fixée par Xénophon, passe sa jeunesse lui-même à la chasse. À la chasse où il apprendra, en fait, 2 préceptes moraux du leadership machiavélien essentiels. En premier, et excusez-moi, je me cite moi-même puisque j'ai de la misère à le traduire au fil. The first lesson derived by Cyrus is that hunting is good practice for war. The second lesson comes from Cyrus's father, Cyaxares, who instructs his son that hunting is practice at knowing how to do both good and harm to human beings. Cyaxares continues and tells Cyrus that the inevitability of dissimulation and manipulation in politics is a lesson only adults can learn. En fait, c'est un passage super intéressant d'ailleurs de l'éducation de Cyrus. Cyaxares, dans ce moment d'éducation de son fils, oui, ils sont tous les deux, Cyrus revient d'exil, il a voyagé, etc., puis ils reviennent. Puis Cyaxares dit maintenant que tu te prépares au leadership, voilà les deux leçons en fait. La première étant sur la chasse et la guerre, la deuxième étant sur une espèce de relativisme moral qui est nécessaire au bon leadership. Il lui dit, en fait, il y était un temps où quelqu'un à Athènes, un vieux monsieur à Athènes, professait ses leçons aux jeunes sans prendre compte de leur maturité, en fait. C'est bien. Il me semble, en fait, qu'à ce moment-là, Xénophon se moque un peu de son propre professeur Socrate, mais une conversation peut-être, pour plus tard. Mais c'est-à-dire que maintenant, on voit l'argument de Machiavel en 3 temps. Premièrement, Machiavel établit une équivocation assez claire entre le phénomène géographique et le phénomène politique. Deuxièmement, Machiavel nous offre, après quelques efforts, si vous voulez, la réalisation que la chasse, métaphoriquement, nous aide un peu à connaître ces phénomènes géographiques qui, selon Machiavel, ne changent pas. Et la boucle se boucle ici. Si l'on sait déjà que Machiavel est très connu, en fait, pour sa vision plus ou moins fixe de la nature humaine. Machiavel ne pensait simplement pas que les êtres humains étaient capables de flux ou de changement.
Machiavel, plus ou moins persuadé que l'être humain politiquement se comporte de manière à exhiber en fait des fonctions qui se répètent au travers du temps, nous révèle dans ces 3 temps que j'ai essayé tant bien mal de vous exposer, la faute est la mienne, que c'est la philosophie pratique qui nous aidera en fait à prédire ces moments prévisibles en fait du comportement humain en politique et qui nous mènera en fait, suite à cette étude, à un leadership plus appliqué, qui aura une force en fait prédictive sur le comportement humain, mais qui pourra aussi, et je conclue là-dessus, nous aider à apprivoiser le chaos créé par la fortune. Il est important de noter ici que pour Machiavel, ce n'est pas seulement les hommes qui sont traduits en concept géographique dans son œuvre, mais aussi Fortuna, c'est-à-dire la plus grande menace chez Machiavel à l'ordre politique stable et continu dans le temps. Grâce à la philosophie pratique chez Machiavel, oui, nous connaîtrons, si vous voulez, les hommes, mais surtout, nous saurons où la rivière de la fortune nous amène, si par malchance, on tombe dedans. Et voilà, je vous remercie.